Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, experte rescapée du burn-out et fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi t'accompagne à écouter ta petite voix grâce à un ensemble de contenus. Grâce à ce podcast, avec des témoignages authentiques et sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Grâce au bilan de compétences et de besoins pour trouver ton alignement, finançable avec ton CPF. Et un ensemble de livres, de conférences et une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Juliette est une femme brillante, tellement brillante qu'un homme a voulu lui prendre toute sa lumière. C'était sans compter sur sa force de caractère. Elle vit en Corse et travaille dans la communication et organise sa fuite pour retourner sur le continent. Après un moment difficile pour se reconstruire, elle est un véritable phénix et transforme cette épreuve en un cadeau mal emballé. En 2015, Juliette lance Mon Moment Magique, le premier concept francophone d'atelier bien-être déployé dans le monde entier par plus de 900 ambassadrices. Juliette est aujourd'hui entrepreneuse, auteure et conférencière. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Juliette Chauzac. Bonjour Juliette. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, j'ai choisi une baguette magique. J'ai choisi une baguette magique pour plusieurs raisons. Parce que déjà, le concept que j'ai créé s'appelle Mon Moment Magique. Donc forcément, il y a beaucoup de magie dans ma vie. Et puis, il y a une phrase que j'aime bien qui dit, que j'ai là, sur mon petit cahier. Le jour où j'ai décidé... Attends, je vais la lire exactement. Le jour où j'ai décidé que ma vie était magique, soudainement, il y a eu de la magie autour de moi. J'adore. Et c'est exactement ça. Et quand tu m'as justement demandé de réfléchir à un objet, j'ai tout de suite pensé à cette baguette qui en plus j'aurais dû l'amener, même qui trône sur mon bureau, qui est plein de petites fleurs, de petites clochettes, de petites étoiles, de petits rubans, etc. Et souvent on me dit que je mets de la magie dans la vie des gens. Alors je mets de la magie dans la vie des enfants qui participent aux ateliers que j'ai créés. Je mets de la magie dans la vie des ambassadrices qui animent ces ateliers et qui régulièrement me disent à quel point ça leur fait du bien et qu'elles se sentent heureuses. Et il y a vraiment cette dimension de magie. Et puis j'essaye surtout de mettre des petits bouts de baguette magique dans ma vie à moi, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes amis. Et ça peut être... c'est comme si en fait, tu avais un super pouvoir où tu vas pouvoir donner du courage, de la résilience, des choses positives, de la joie, de l'amour, des sourires. Donc, cette baguette magique, c'est un truc qui me plaît bien et qui résonne bien en moi. Tu es la première à sortir la baguette magique. C'est vrai? J'adore. Mais j'adore. Est-ce que tu peux nous raconter quelle petite fille tu étais? Est-ce que tu avais déjà ta baguette magique? Alors, est-ce que j'avais ma baguette magique quand j'étais petite? Alors, j'étais l'aînée, déjà. Donc, j'ai un petit frère et une petite sœur. Enfin, dans l'ordre, une petite sœur et un petit frère. Est-ce que j'avais déjà une baguette magique quand j'étais petite? Je sais pas, je saurais pas dire. Enfin, j'ai plutôt des souvenirs plutôt chouettes de mon enfance. Une jolie complicité de fratrie, une vie à la campagne. Alors, même si j'étais plutôt urbaine, je pense, depuis que je suis petite. Mais je me suis habituée aussi à la vie à la campagne. Et j'aimais beaucoup jouer. Je n'aimais pas trop être dehors. Moi, je préférais être dans ma chambre, dans mon univers, avec mes Barbies. Je faisais une collection de chats et j'avais des chats partout dans ma chambre. Des chats en peluche, du coup? Des chats en peluche ou des figurines, des chats en serre-livres, des chats sur les cahiers. Et j'avais des étagères. Et mes grand-mères, notamment, je crois qu'elles allaient dans un magasin qui avait quelque chose en chat. Elles m'offraient un chat. Et c'est drôle parce qu'à Aix, là où j'habite, il y a une librairie qui a ouverte et il y a des vrais chats à l'intérieur. Et la première partie de la boutique, c'est que des objets avec des chats. Donc, le puzzle en forme de chat, le mug en forme de chat, etc. Et la première fois que je suis rentrée dedans, je me dis, si mes grand-mères avaient connu cette boutique, elles m'auraient acheté l'intégralité de la boutique. Et j'avais vraiment mon petit univers dans ma chambre, mon petit cocon. Parce que d'ailleurs, j'essaie de recréer aujourd'hui aussi, d'avoir ce cocon. Alors, dans ma maison, maintenant, j'ai élargi mon espace vital. Et elle était où? T'as grandi où, du coup? J'ai grandi en Bourgogne, dans un tout petit village au fin fond de la Saône-et-Loire où il y avait 25 habitants. Donc, je suis partie une partie de mon enfance là-bas. Et après, j'ai fait mon adolescence à Fontainebleau. Donc là, j'étais passée à la ville. C'est plus dans mon élément quand même. Ouais, tu t'es sentie mieux dans ce contexte-là? Ouais, je préfère même aujourd'hui. Après, aujourd'hui, j'habite en ville, mais dans un coin calme de la ville. Donc, je suis mi-ville, mi-campagne, mais je suis quand même à 5 minutes de centre-ville, mais j'ai quand même pas les bruits. Je vais dire, j'ai le silence de la nature, donc ça, c'est chouette. Et quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves? Mes rêves, alors je voulais être danseuse étoile.
Je n'ai pas du tout accédé à ce rêve-là. Si, aujourd'hui, je fais de la pole dance, on peut dire. Ça, il y a un lien. J'ai toujours continué de faire de la danse et j'aime toujours danser. Mais j'avais ce rêve-là. Et le rêve, avec ma sœur, on jouait à un jeu on jouait au nom. En fait, on s'imaginait qu'on était d'autres personnages, alors qu'on était des adultes, qu'on était des mamans. Alors c'est l'époque où on avait les catalogues de la Redoute et des Trois Suisses, là tu te rappelles. Donc on les découpait et on se faisait des vision boards. Ouais. Je savais pas qu'à l'époque c'était ça. Ouais, c'est ça. Et on avec avait le tableau avec le. Alors du coup, la question c'est quelle page? Est-ce que tu étais dans les pages de la fin de la Redoute ou pas? tout parce qu'en fait on avait fait notre maison, on avait fait notre famille. Moi je m'appelais Stéphanie et puis et du coup on avait notre garde-robe etc. Et mon père nous ramenait de son bureau des grandes feuilles d'ordinateur avec les feuilles, les petits trous sur les côtés qui se dépliaient, tu sais, à l'infini en espèce d'accordéon. Et du coup avec ma sœur on avait imaginé toute notre vie et après on la vivait dans la vraie vie. Je me rappelle qu'on était au volant de la voiture dans le garage, quand j'imaginais qu'on revenait des courses, etc. Et on a joué à ça, mais pendant des heures et des heures. Et je pense que ça cachait le rêve derrière, d'avoir une vie de famille aussi harmonieuse, d'en prendre soin des uns et des autres, et de se créer aussi tout un univers. Je me rappelle que ma maison elle était canon, c'était super beau en déco, et on se projetait là-dedans. Mais effectivement, quand maintenant je fais des vrais tableaux de visualisation, je reconnecte à chaque fois ce que j'avais vécu quand j'étais petite, en fait. Il y a plus le magazine, pour le coup, il y a plus le catalogue de la Redoute. Non. Du coup, je prends d'autres magazines maintenant. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire et c'est marrant de voir comment des choses là ont germé finalement quand on était enfant, quoi. Carrément. Et comment ça s'est passé pour les études pour toi? Les études, alors je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais un peu dans le doute et du coup mon père m'a poussée pour faire quelque chose qui soit le plus large possible pour que je puisse après avoir le maximum d'ouverture. Donc j'ai fait une prépa HEC et j'ai fait après une école de commerce à Marseille. Mais j'ai surtout passé mon BAFA, où j'étais très heureuse en colo, en centre aéré. L'animatrice qui sommeillait en toi. Mais exactement, et j'ai adoré faire ça. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée après à Subdeco, ils m'ont dit il faut faire un stage en entreprise. Je suis non, moi l'été, je fais des colos. Du coup, j'ai dû arrêter mes colos pour faire un stage en entreprise. Et tu pouvais pas faire un stage dans une colo? Non, j'aurais pas pu parce qu'il fallait qu'il y ait quand même la dimension entreprise, en fait. Business. Donc j'ai fait un stage au service communication de Vacances Bleues, qui est un organisme de vacances. Donc je suis quand même restée dans le même univers aussi, mais du coup j'ai commencé à toucher aussi tout ce qui était marketing communication, ce vers quoi je m'étais déjà spécialisée en école, et je faisais aussi partie d'une association qui s'appelle mais qui s'appelle toujours Le Foyer, qui en fait est le bar de l'école, où en fait moi je m'occupais d'animation et d'organiser des soirées. Donc, il y a toujours eu ce côté fête, animation avec des thèmes, de créer toute une ambiance et puis de créer aussi l'univers de communication qu'elle est autour. Donc, les études, ça s'est vraiment orienté autour de ça, ouais. Et après, du coup, ça s'est passé comment le début de ta vie professionnelle? Après, j'ai fait un stage dans une agence de communication parce que du coup, le côté annonceur, j'avais trouvé ça sympa, mais pour moi, c'était pas assez diversifié. Donc, je suis partie en agence de com. J'ai adoré. Et après, j'ai été embauchée dans cette agence de com. Et pendant 10 ans, j'ai travaillé dans des agences de communication. Donc, principalement sur Marseille. Et puis après, je suis partie à Ajaccio. Et là, j'ai adoré la diversité de tout ce qu'on proposait, à la fois en termes de typologie de clients et à la fois aussi en termes de type de dossier travaillé. Et puis, c'était aussi les débuts du web. Ouais. Donc, il y avait aussi la partie papier, moi, qui me plaisait beaucoup, puis toute la partie digitale qui était en plein développement. Il y a un vrai sujet en général quand dans les agences, c'est que tout est fait à faire pour la veille. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui t'a impacté? Alors, au début, je trouvais ça bien. Je trouvais ça excitant d'être en mode charrette, de bosser à fond, etc. J'aime bien encore aujourd'hui, de temps en temps, me faire des sessions de travail comme ça. Mais en même temps, c'est ce qui m'a quand même aussi fatiguée, c'est ce qui m'a quand même aussi perdue, et c'est ce qui était devenu difficile, cette intensité, cette urgence, alors que fondamentalement, on n'opérait personne à cœur ouvert, donc il n'y avait pas non plus d'urgence atomique à faire tout ça. Donc je me suis aussi perdue là-dedans, dans ce rythme de vie trop effréné, trop intense, trop qui me semblait pas toujours justifié, en fait. Donc après, c'est devenu difficile pour moi. Et à vouloir te prouver des choses
Ouais, puis avoir toujours la pression, en fait. La pression des clients, la pression de mon boss, qui en plus était aussi mon mari. Alors, du coup, c'est des doubles pressions. Et ça, ouais, c'était difficile et ça m'a saoulée. Ouais. Et ça, j'ai tout arrêté. Et du coup, ton boss qui était ton mari, vous vous êtes rencontrés dans l'entreprise et Oui, il était déjà du coup ton boss et il est devenu ton mari? c'est ça, c'est ça. Non, c'était pas très confortable comme situation. C'était pas du tout ce que j'avais prévu dans mon plan de vie. Ouais. Et puis, Vous avez travaillé ensemble, vous avez travaillé combien de temps ensemble on a avant de travaillé vous mettre ensemble ensemble? 6 mois. D'accord, Et donc ça a après, été rapide. ouais, ça a été rapide. Et après, on a travaillé et on était ensemble pendant 7 ans. Et à la fin, j'ai pété les plombs, en fait. J'ai envoyé bouler le mari, l'agence de com, la Corse. Et puis, j'ai fait ce que j'appelle les 4D. Divorce, déménagement. Attends, j'en oublie un. Dépression, c'est le dernier, mais j'ai un trou sur le 4e. Divorce, déménagement, déni, il y en a Non, plus, du c'est coup, pas c'est pas déni. bon. C'est pas déni. Attends, c'est quoi? Départ, démission. Démission, Ouais, voilà, c'est ça, démission. Et puis, du coup, et c'est là où j'ai radicalement changé de vie, en fait. Et Donc là, pour le contexte, donc tu as quel âge? là, j'ai 33 ans. Ouais. Tu as été maman? J'ai 33 ans. Je suis maman de ma grande qui, du coup, à l'époque, a 4 ans et demi. Et puis, je suis complètement perdue. Je sais ce que je veux plus faire. Je sais ce que je veux plus vivre. Mais je sais pas du tout ce que je veux vivre. Sachant que du coup, quand tu es partie, tu as pu, j'imagine que c'est le départ, divorce, démission, tout ça, départ de la Corse, ça a dû forcément être compliqué avec ton ex-mari. Du coup, tu as pu avoir le chômage quand même? J'ai pu avoir le chômage, oui, parce que j'étais salariée et associée, en fait. Mais c'était pas sûr que j'ai le chômage du fait que j'étais associée. Donc j'attendais, en fait. Je suis partie un peu en catimini. Et ça fera d'ailleurs demain 12 ans que je suis partie. OK. Donc c'est une date importante pour moi. J'appelle ça mon anniversaire de liberté. Le 2 octobre. Le 2 octobre, C'est ouais. l'anniversaire de mon fiston. Ah, Ouais. petit signe C'est ça. de plus. Mmh. Et puis, et j'avais peur effectivement de pas avoir le chômage, mais après c'était tellement l'enfer que de ce que je vivais, donc j'ai attendu pour avoir le chômage, et en fait je suis partie sans savoir si j'allais avoir le chômage, mais après c'était juste de l'instinct de survie qui parlait, et il se trouve que 3 mois après j'ai eu la confirmation que j'avais le chômage. Mais en tout cas, tu es partie, sans rien, quoi. Je suis partie sans rien. Ouais, je suis partie sans rien. Je suis retournée vivre chez ma mère et j'avais mes 2 chats sous le bras, ma fille sous Donc l'autre. là, pour le coup, c'était des vrais chats. Et là, c'était des vrais chats. Et ma fille sous l'autre bras. Qui avait quel âge? Elle avait 4 ans et demi. Et du coup, ma maman m'a recueillie, enfin nous a recueillis, moi et mes 100 kilos de bagages, dont toutes mes chaussures. Et puis... À ce moment-là, du coup, tu es dans quel état psychologique? Là, je suis clairement au fond du trou. Je pèse 45 kilos. On sait que j'ai une maladie, mais on ne sait pas laquelle j'ai. Du coup, je rentre dans une phase de tests hormonaux, etc. Ça venait de la thyroïde. En fait, c'était l'hypophyse. Là, clairement, je suis l'ombre de moi-même. J'envoie des photos de moi à cette époque. Alors, j'ai jamais été très épaisse, mais là, j'étais vraiment particulièrement maigre. Et puis, je suis surtout complètement perdue, effondrée. Et je sais pas. Et surtout, voilà, j'avais aussi le stress financier parce que je savais pas du tout ce que ça allait donner. Une fois que j'ai eu le chômage, je me dis, OK, je peux me détendre. Et je suis rentrée dans une période qui a duré 2 ans où je me suis vraiment occupée de moi, centrée sur moi et ma fille, bien sûr. Et j'ai pris le temps de me soigner, de prendre conscience de l'immensité des blessures que j'avais, de commencer de les guérir et puis de prendre du temps. De toute façon, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, ni physiquement, ni psychologiquement, ni émotionnellement. J'ai pris le temps de sombrer encore plus. En même temps, on dit souvent qu'il faut toucher le fond de la piscine pour pouvoir rebondir parfois. Alors là, j'ai touché le fond du fond, Ouais. fond du fond. J'ai mon corps qui m'a lâché surtout. J'ai eu 13 maladies en l'espace de 3 mois. Ouais. Parce qu'en fait, souvent, on dit que quand on prend conscience, on décompresse. Souvent, on se dit, voilà, je m'arrête, je suis en vacances. Il y a le corps qui décompresse. Il se dit, j'ai le droit de lâcher. Quand quelqu'un fait un burn-out et accepte le fait qu'il est en burn-out, en effet, à ce moment-là, il y a tout le corps qui lâche, quoi. Ah ouais, là j'ai tout eu, je pelais des mains, enfin j'ai eu des maladies totalement improbables. Mais du coup voilà, ça m'a permis aussi de je sentais que voilà, comme si mon corps il expulsait aussi tout ce que tu avais vécu, tout ce que j'avais subi, etc. Juste une petite parenthèse, un truc qui est hyper important, je pense, de souligner, c'est que tu disais que tu as pris soin de toi et tu as rajouté et de ma fille aussi. Quand je me suis séparée du papa des enfants,
quand il est parti, plus exactement, tout le monde m'a dit « Ah, prends soin des enfants ». Et moi, je leur ai dit « Non, je vais prendre soin de moi d'abord parce que si je vais pas bien, les enfants n'iront pas bien ». Tout à fait. Et du coup, je pense qu'en tant que femme, on a une grosse culpabilité, on est très forte là-dessus. C'est vraiment pour les mamans qui sont concernées, c'est vous avant tout. Alors toi, t'es partie, mais le contexte faisait que t'avais pas le choix de partir. C'est vous avant tout pour pouvoir prendre soin de vos enfants derrière, quoi. Exactement. Bah, d'ailleurs, dans les avions, on te dit toujours de mettre ton masque à oxygène à toi C'est ça. avant de le mettre à tes enfants. Et c'est ce que nous, on transmet aussi dans nos ateliers, en fait. C'est voilà, les mamans, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Et de toute façon, moi, la petite, elle était à l'école toute la journée, donc j'avais ce temps-là pour pleurer, me lamenter sur mon sort. Je me rappelle les premières fois, j'allais à l'école, c'est toute pimpée. Puis moi, il faut que j'étais à la maison 8h30, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc après, j'y allais en pyjama et du coup, je prenais le temps de m'habiller, de me préparer après. Et donc j'ai fait Du coup, t'as fait quoi pour pouvoir remonter la pente? Eh ben, j'ai rencontré une naturopathe dans un magasin bio. Je savais pas du tout ce que c'était la naturopathie. Je mangeais pas bio à l'époque, etc. Ils offraient des consultations de 20 minutes. Comme je n'avais rien à faire de mes journées, je m'ennuyais quand même beaucoup. Je me dis tiens, je vais y aller. Et en fait, je suis restée 1h30 avec cette femme qui après est devenue une amie. Alors aujourd'hui, on s'est perdu de vue, mais je lui voue une reconnaissance éternelle de m'avoir écoutée ce jour-là. Et j'ai pris conscience en fait de l'enfer de lequel je m'échappais. Et elle m'a envoyée vers une kinésio. Et du coup, j'ai fait 1 an ou voire 2 ans même de kinésio. J'allais toutes les 15 jours, 3 semaines. Entre chaque séance, il m'arrivait des trucs de dingue. Mais voilà, c'était vraiment tout ce travail par le corps. Et clairement, ça m'a sauvée. Ouais, ça, c'est un truc que quand tu fais des travaux énergétiques, donc que ça soit kinésiologue, magnétiseur et tout, il y a vraiment des impacts dans la matière qui se passent derrière. Et parfois, les gens y croient pas, mais vraiment, c'est incroyable de dire, bah voilà, t'as coupé les liens avec telle personne. Et je pense à une copine qui avait coupé les liens avec son ex-mari. Et en fait, depuis, elle arrête pas de le voir alors qu'ils sont séparés depuis 2 ans, qu'ils se voyaient, elle le croisait jamais, ils habitent pas dans le même quartier et tout. Et elle arrête pas de le voir. Je dis, bah écoute, c'est la vie C'est fou, ouais. qui veut te montrer que maintenant t'es capable de pouvoir le voir, l'affronter. Ouais, sans avoir peur et tout. ça. Ouais. Bon, moi, j'ai pas envie de revoir mon ex-mari. Hein. Mais donc ouais, la kinésio, ça m'a énormément aidée. Et puis j'ai fait aussi un coaching avec une amie où elle disait toujours j'étais sa meilleure élève, j'étais très fière. Mais après voilà, je suis quelqu'un de rigoureux, d'appliqué, de consciencieux et quand je fais quelque chose, je le fais à fond ou sinon je le fais pas. Et le mix coaching et kinésio, ça m'a vraiment fait avancer et sur le plan personnel et sur le plan physique et sur le plan professionnel aussi parce que je savais pas du tout dans quoi je voulais repartir. J'avais l'impression de savoir faire que de la communication mais j'avais pas du tout envie d'en refaire. Finalement, j'en ai refait quand même parce qu'au bout de 2 ans, le chômage s'est arrêté. Et puis après, je me suis ouverte à pendant ces 2 ans de pause, je me suis laissée happer, on va dire, par vraiment tout ce qui se proposait à moi. Je me suis mis à faire du yoga, j'ai fait des cercles de femmes, j'ai essayé la méditation, je suis devenue végétarienne, j'ai fait un stage pour apprendre à faire du magnétisme, je suis allée faire un stage sur la loi d'attraction. Donc depuis, je suis devenue très amie avec l'univers. Et voilà, je me suis ouverte à des tonnes de choses. J'ai découvert aussi le pouvoir des cartes, en fait. Je me tire souvent des cartes, j'adore. Et puis j'ai rencontré plein de personnes aussi sur ce chemin-là. Et je me suis également ouverte à la parentalité positive, ce nouveau courant adopté par tant de parents dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai trouvé ça trop, trop chouette. Et puis du coup, j'ai aussi... j'ai partagé ça avec ma fille parce qu'on était vraiment en vase clos toutes les deux. Elle aussi, ça a été très, très compliqué pour elle toute cette période. Et puis de voir... sa maman qui s'effondrait. Je me rappelle une fois où j'étais sur le canapé, elle me disait maman j'ai faim et je suis incapable de me lever pour te faire à manger quoi. Puis c'était un bébé quoi. Enfin, elle avait 5 ans quoi. Ouais. Et je la vois qui prend un tabouret, qui monte au-dessus du frigo pour aller dans le placard et qui se nourrit de gâteaux, qui disait maman t'inquiète pas, je me débrouille. Et j'étais là, je suis allée trop forte ma fille. Et en même temps t'as cette culpabilité dont tu parlais tout à l'heure de dire je me suis même pas capable de me lever pour aller nourrir ma fille en fait quoi. Et puis et cette période, toutes les deux, d'ailleurs, aujourd'hui, elle va avoir 17 ans, et elle en parle souvent comme une des meilleures périodes de sa vie, parce qu'on était vraiment, dans notre petite bulle, toutes les deux, avec nos chats. Et puis, tous les outils, les techniques, les clés que je découvrais pour moi et qui me faisaient du bien, je les expérimentais sur elle, on les faisait ensemble. Et c'était, c'est super chouette, en fait, de vivre ça avec elle et de voir l'impact que ça avait
sur un enfant par rapport à moi, adulte, quoi. Et c'est comme ça qu'après, il y a tout qui s'est... Il y a le puzzle qui s'est mis en composé. place. Ouais. Exactement. Et donc, j'ai fait beaucoup de cercles de femmes. Ça a vraiment été aussi un super outil thérapeutique de genre, on parle de la sororité aujourd'hui, on n'en parlait pas à l'époque, mais bon, c'était le même concept, quoi. Et un jour, pendant un cercle, on se tirait des cartes et j'étais venue avec ma fille. Alors, entre-temps, j'ai eu une autre enfant aussi. La petite, je pense qu'elle venait juste de naître. Elle était... bien au chaud dans mon ventre, mais sur le point d'arriver. Et on s'est tiré des cartes. Et ma grande a voulu tirer une carte, en fait. Et là, il y avait une espèce de moment de grâce, en fait, dans le cercle, où d'un coup, j'ai eu la révélation. Et je me suis dit, mais ce qu'on fait, nous, pour entre femmes, il faut qu'on fasse pareil pour les enfants. Et alors, du coup, j'ai commencé à imaginer des cercles magiques. Mais sauf que les enfants, si on faisait que parler pendant 1 heure et demie, c'était pas très intéressant pour eux. Donc rajouter un petit peu des rituels de jeu, de dessin, leur faire une relaxation, leur faire aussi exprimer leurs émotions. Et c'est là, voilà, tu disais, toutes les pièces du puzzle se sont imbriquées. J'ai ressorti ma casquette d'animatrice en colo, en centre aéré. J'ai toutes mes compétences que j'avais acquises en école de commerce et puis en agence de com. Et j'ai créé du coup tout un concept d'atelier bien-être spécifiquement pour les enfants, pour leur apprendre à prendre soin d'eux, à accueillir et apprivoiser leurs émotions, à développer leur confiance en eux. Et tous ces outils que moi, je découvrais à 33, 34, 35 ans, je me dis que c'était indispensable de partager ça aux enfants. Donc ça, c'était il y a 9 ans. C'est-à-dire que ça n'existait pas beaucoup. Alors, il commençait à y avoir un petit peu de yoga pour les enfants, de mindfulness pour les enfants, mais c'est tout, en fait, il n'y avait rien d'autre. Et du coup, je me suis dit voilà qu'il y avait quelque chose à creuser, à faire. Donc, je me suis engouffrée là-dedans. Entre-temps, j'avais refait aussi un peu de conseil en communication, mais franchement, ça me saoulait. Donc, du coup, c'était juste alimentaire. Ouais, c'était alimentaire. Et puis, j'étais revenue sur Aix-Marseille, il y avait mon ancien réseau qui m'avait sollicité, qui voulait aussi retravailler avec moi. Donc, c'était des gens que j'aimais bien. Donc, j'ai fait aussi pour faire plaisir et puis pour me remettre dans le bain. Mais je sentais que c'était pas le truc qui m'animait. Alors que ces ateliers que j'ai commencé à monter, donc au début, il y avait les copains de ma fille, les enfants de mes copines qui venaient. C'était vraiment informel. On avait monté avec mon amie qui faisait les cercles de femmes, une espèce de collectif. Donc elle faisait les cercles de femmes, moi je faisais l'atelier pour les enfants. La fameuse naturopathe faisait des ateliers autour de l'alimentation. On avait aussi une nana qui faisait du yoga. Et pendant 1 an, j'ai fait ces ateliers. Et j'étais tellement contente de les préparer, de retrouver les enfants, d'avoir ma fille avec moi aussi qui vivait les ateliers. Des fois, j'avais la petite qui arrivait aussi en fin d'atelier. Son père nous l'amenait, puis du coup, c'était le petit bébé qui faisait l'attraction. Et c'était fluide, c'était posé, c'était t'étais chouette. à ta place. Complètement. Je me sentais à ma place et je me sentais investie d'une mission auprès des enfants, comme si tout le bordel, pardon pour l'expression, que j'avais vécu, je pouvais le mettre à profit pour les autres, en fait. La fameuse transformation du cadeau mal emballé, quoi. Exactement. Et surtout de l'offrir à des enfants et ça allait pouvoir leur servir toute leur vie parce que, c'est super d'apprendre les maths et l'histoire géo à l'école, mais on nous apprend pas toutes ces... l'empathie, écouter ses émotions. Exactement. Et puis se faire confiance, apprendre à s'aimer, etc. Donc, du coup, j'étais vraiment contente de faire ça. Et puis, j'ai été accompagnée par une couveuse d'entreprise au début pour la partie communication. Et en fait, un jour, je suis arrivée en disant, mais en fait, j'ai un autre projet. Je crois que je vais changer de projet. Et du coup, on a travaillé sur les 2 projets en parallèle. Mais bon, à faire des ateliers, moi, toute seule sur Aix, je me disais, comment je vais pouvoir en vivre? Parce qu'après, entre-temps, je vais être 2 bouches à nourrir. Je m'étais séparée du 2e papa aussi, donc je me retrouvais encore maman solo. Donc, j'avais quand même aussi cette pression de faire tourner ma famille, quoi. Et puis, un soir, j'ai joué au Tao. Je sais pas si tu connais, c'est un jeu de développement personnel, c'est un jeu de plateau où tu arrives, tu as une quête. Et après, tu avances ton pion avec des dés, tu tires des cartes, etc. Et ma quête ce jour-là, la quête que je pense beaucoup de femmes, et certainement des hommes aussi, mais plus des femmes ont, comment pourrais-je avoir plus de temps dans ma vie? Comment pourrais-je gagner du temps sur des tâches pour pouvoir développer les projets qui me font rêver, etc. Et la réponse du Tao a été très claire. Ça a été, arrête la communication et lance-toi à fond sur mon moment magique. Ouais, sois focus. Donc, ce que j'ai fait dès le lendemain, au lieu de commencer mes journées par la com qui me faisait vivre et après de terminer par mes ateliers, j'ai inversé en fait. Et à partir de là, il y a le côté magique dont je parlais tout à l'heure. Je pense que j'ai dû actionner ce jour-là ma baguette magique parce que tout est devenu hyper fluide. Et je dis souvent que je cours sur l'univers je cours sur le tapis rouge que me déroule l'univers et tout s'est mis en place de manière merveilleuse.
Je me suis dit, bah tiens, ça serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui animent ces ateliers pour qu'on puisse toucher d'autres enfants. Et puis, bah, la première ambassadrice est venue à moi, et puis la deuxième, et puis du coup, j'ai créé tout un programme de formation. Alors, les premières formations, c'était un peu à l'arrache chez moi, dans mon salon, parce que tout ça, je l'ai fait en pyjama, sans argent, avec la petite qui avait quelques mois, etc. Et puis, Ça, c'est courageux parce que pour connaître pas mal de personnes dans l'univers du développement personnel ou autre, il y a cette approche de se dire, en fait, ma mission, c'est d'aider le plus grand nombre, et donc, j'accepte que d'autres personnes puissent faire aussi bien et même mieux que moi. Et parfois, il y a des personnes qui ont trop d'ego pour aller jusque-là. bah là, j'étais contente de partager, et tout ce que j'ai passé des nuits à créer ma formation. Et là aussi, pour se remettre dans le contexte, il y a 9 ans, il n'y avait pas de formation en ligne. Il n'y avait pas tous les outils. MOOC, Il y avait rien. Tous les outils qu'on a aujourd'hui, il y avait rien du tout, quoi. Au début, il y avait même pas, des applis comme Zoom. On faisait tout sur Skype. Je faisais toutes les formations sur Skype toute la journée, parce que j'ai attiré des filles qui étaient en Belgique, en Suisse. Ça, c'est sorti de la France assez rapidement. Comment ça, c'est quoi? C'était le bouche à oreille qui a permis de... Ouais. Oui, le bouche à oreille, parce qu'à l'époque, sur les réseaux sociaux, j'avais 3 fans, ma mère, mon chat et mon mec de l'époque, tu vois. Donc, c'est surtout le bouche à oreille j'ai beaucoup de personnes qui étaient formées pour accompagner des parents, ou formées pour accompagner des bébés. Et tu vois, par exemple, le massage pour les bébés, etc. La langue des signes pour les bébés. Et entre les deux, pour les enfants, il y avait rien. Il y avait un espèce de vide. Et celles qui accompagnaient les bébés, une fois qu'ils avaient grandi, elles avaient envie de continuer à rester dans la famille. Donc, elles étaient contentes de trouver des ressources pour les enfants. Et celles qui accompagnaient les parents, elles se sentaient que leur proposition n'était pas complète si on n'apportait pas quelque chose aussi aux enfants. Donc, naturellement, mon moment magique, MMM, a trouvé sa place dans tout ce tissu. Donc, l'idée, c'est que tu continuais, et d'ailleurs, tu continues à faire des ateliers de temps en temps pour rester en contact. Exactement. Et après, je m'occupe des ambassadrices. Et tu as un réseau d'ambassadrices. Et aujourd'hui, tu as combien d'ambassadrices? Aujourd'hui, on a formé la 900e il n'y a pas longtemps, là. Génial. Donc, 900 personnes en 9 ans, c'est juste génial. Ouais. Et il y a le 28e pays, qui est Madagascar, qui a démarré là, il y a aussi récemment. Donc, principalement, c'est quand même la francophonie, France, Belgique, Suisse. Et après, il y a des points épars. Alors, ça varie, parce que les ambassadrices, il y en a qui viennent, il y en a qui arrêtent, il y en a qui reviennent, il y en a qui restent longtemps, il y en a qui restent que moins de temps. Après, parce que l'idée, c'est d'avoir une formation de base, et puis après, j'imagine que tu animes, que tu donnes des nouveaux éléments, des nouveaux ateliers, pour enrichir la communauté, quoi. Exactement. Ouais. Au total, il y a 8 formats d'ateliers qui existent. Au début, on a commencé sur la tranche d'âge des juniors, les 6-11 ans. Et puis après, on a créé pour les petits, pour les ados. On a des ateliers en duo avec un parent, un enfant, qui marchent bien. Des ateliers pour les femmes. On en fait dans les écoles aussi, sur les temps périscolaires. Ouais, justement, j'allais dire, pour les écoles, en fait, ça devrait être... rentrer dans les classes, exactement, à l'heure du déjeuner ou à l'heure de la garderie. Après, rentrer dans les classes, là, on a créé l'année dernière une formation pour les enseignants, pour leur donner des outils aussi, qui puissent apporter des outils, des clés bien-être de manière autonome tout au long de l'emploi du temps scolaire, on va dire. Et puis, depuis l'année dernière, on en fait dans les hôpitaux aussi. Donc ça, c'est le côté caritatif. Comme j'ai une petite fille qui a beaucoup traîné dans les hôpitaux, envie aussi de transformer ça aussi. Donc finalement, c'est devenu une belle aventure où cette mission de vie dont on parlait tout à l'heure, t'as un moment, t'as tout qui s'aligne, en fait. Et finalement, toute, on va dire, l'horreur de ce que j'ai pu vivre avant. Alors, j'ai pas encore énormément de gratitude pour ça aujourd'hui, mais finalement, si j'avais pas vécu tout ça, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Ouais. J'aurais pas créé ce concept, j'aurais pas accompagné autant d'enfants, j'aurais pas accompagné professionnellement aussi autant d'ambassadrices. Et puis je pense que je serais pas autant épanouie aujourd'hui dans l'instant présent, dans la gratitude, dans... Ouais, t'aurais pas fait tout ce travail sur toi sans ça. Peut-être que si, mais peut-être que non. Voilà, on sait pas. Et les enfants qui viennent faire les ateliers, ils viennent une fois de temps en temps, ils viennent, entre guillemets, c'est quoi ta recommandation? Alors, ça dépend. Il y a des enfants qui viennent toutes les semaines, tous les mois. Il y en a qui viennent que ponctuellement. Moi, j'aimerais bien que ça devienne une activité régulière, comme le piano, la danse, le foot, parce que c'est vraiment utile pour les enfants. Après, il y a des enfants qui en ont plus besoin que d'autres. Il y a des enfants qui ont déjà aussi un environnement familial où ils sont déjà, on va dire, dans cet univers aussi de bienveillance, de soutien, d'aide à grandir en confiance. Et il y a d'autres enfants qui le sont pas du tout. Donc après ça varie, en fonction des besoins.
Mais tout ce qu'on propose, c'est vraiment ludique. Il n'y a pas de vocation thérapeutique. Ils viennent pour s'amuser, pour voilà, c'est de l'éveil au développement personnel, mais de manière ludique, joyeuse. Dans les ateliers, il y a plusieurs rituels. Il y a des pratiques corporelles pour voilà se sentir bien dans son corps. Il y a un cercle de parole. Il y a un tour de gratitude pour aussi se sentir bien dans sa tête, dans son cœur. Il y a des rituels qui se font tout seuls. Exemple, un temps de respiration. Il y a des rituels qui sont partagés avec les autres. Quand on fait des enchaînements de yoga, on les fait ensemble. Quand on fait des jeux coopératifs, on les fait ensemble. Donc, c'est des ateliers qui sont vraiment riches, qui sont variés, qui sont complets et qui font voilà du bien à la tête, au corps et au cœur. Donc, du coup, ça dure 1 heure et demie pour les juniors, mais ça passe vite. Parce que c'est riche en fait quoi. Trop chouette. Bon, tu m'avais invité avec Pénélope, mais on a jamais réussi à caler. Mais on viendra la prochaine fois. On va y arriver. On va y arriver. Je demanderai. En général, à chaque fois que tu cales ça, c'est la semaine où elle est chez son papa. Mais je demanderai à son papa. Une dérogation. Ouais, je pense qu'il sera d'accord. Et dans tout ce processus, j'imagine qu'il y a des moments où tu as eu des peurs. Oui. C'était quoi tes peurs? Les peurs, c'était quand j'ai dû quitter la couveuse entreprise et créer ma société. Je suis restée... en couveuse, tu peux rester 3 ans normalement. Moi, je suis restée 4 ans ou 5 ans parce qu'entre-temps, j'ai fait une année de pause quand j'ai eu la petite et du coup, j'ai fait un espèce de congé maternité. Et tu peux faire officiellement une 4e année dérogatoire. Et au bout de 3 ans, ça marchait déjà bien. Ils m'ont dit, bon, allez, il faut que tu y ailles et tout. Je fais, non, moi, je reste à la 4e année. Au bout de 4 ans, ils m'ont dit, maintenant, Juliette, il faut te jeter dans le grand bain. Et j'avais peur, en fait, alors, c'est pas tant de créer la société de manière juridique, mais c'est de devoir... Les couveuses, ils prennent en charge toute la partie administrative, compta, t'as un coaching 1 fois par mois, etc. Et d'un coup, tu te retrouves tout seul. Donc, j'avais vraiment cette angoisse-là. C'est les brassards, quoi. Ouais, exactement. Et en même temps, il me disait, mais ça va, t'as fait une école de commerce, t'as des notions et ça. Je suis, oui, moi, j'étais calée sur la com, le marketing, le côté commercial, tout ce qui était plus gestion, ça me faisait un peu peur. Et puis bon, en fait, après, ça revient. Et du coup, je suis fière d'avoir la participation, j'ai pas eu le choix. Mais voilà, ça c'était une peur aussi. La deuxième phase de peur que j'ai eue, c'était pendant le Covid, où parce que nous on fait des ateliers en présentiel, et là je me suis dit oh là là, comment va-t-on faire Et je me suis dit est-ce que ma petite entreprise chérie va pouvoir survivre à tout ça. Donc je sais que j'en ai beaucoup à avoir eu peur pendant cette période-là. Et puis, j'ai une capacité de rebond assez forte, en toute modestie. Donc, au bout de 3 jours, j'avais déjà mis des ateliers en ligne. On en fait 3 fois par jour. On accueillait 100 familles. J'avais fait toutes mes ambassadrices, etc. J'ai failli finir en burn-out à la fin du confinement parce que moi, j'ai pas du tout visité le musée de Versailles en 3D. Enfin, le château de Versailles en 3D. Et puis... mais du coup, ça m'a permis de vachement me développer, de faire connaître. Exactement. Et puis surtout d'accompagner plein de familles. Et ça, j'ai ce besoin de donner parce que tous les ateliers qu'on a fait étaient gratuits. Et j'avais cette image des enfants qui étaient enfermés, qui s'ennuyaient ou qui étaient certains surchargés de devoirs. Et du coup, voilà, je voulais vraiment leur apporter du bien-être, une petite pause au milieu de ces journées-là, avec des parents qui étaient peut-être aussi stressés, en télétravail. Enfin, ça m'a vachement touchée, en fait. Donc, j'ai eu besoin de donner. Et puis, on a fait aussi beaucoup d'ateliers pour les femmes. Je crois de mémoire, il y avait 2 soirs par semaine aussi, on faisait des ateliers pour les femmes, que j'imaginais aussi au bord de l'explosion, enfermées chez elles, à tout gérer. Donc, voilà, donner, ça m'a beaucoup nourrie. Et puis, j'ai reçu en retour après, parce que MMM s'est beaucoup développé après le Covid. Donc ça, c'était aussi une peur. Et financièrement, comment t'as pu faire? T'as pu avoir des aides? Non, j'ai eu 0 aide. Et puis après, j'ai tenu un peu. C'était un peu compliqué, on va dire, pendant le Covid. Et après, comme il y a eu un boost, après, je crois que le mois d'après le Covid, c'était un des meilleurs mois de chiffre d'affaires de MMM parce que il y a tellement de personnes qui ont découvert les ateliers que ça a éveillé des vocations de personnes qui ont voulu devenir ambassadrices et qui ont voulu aussi faire leur part et donner. Donc, du coup, en termes après, j'ai pu vendre plein de formations et développer énormément ma communauté. Exactement. Et ça s'est rééquilibré, quoi. Et puis, les autres peurs que j'ai pu avoir, c'est... Alors, je suis accompagnée, j'ai une salariée qui est ma collaboratrice depuis le tout début, qui était, je sais plus si c'était la 27e ou la 37e ambassadrice, et puis qui un jour, on organisait la première convention. J'étais un peu en cata la première année, il y en avait de partout à faire et je bossais je sais pas combien d'heures par jour. Et elle m'a dit, tu veux je t'aide? J'étais dans l'événementiel avant. J'ai fait avec grand plaisir. Et puis après la convention, elle m'a dit, mais je peux t'aider pour d'autres trucs en fait. Donc elle est devenue un peu assistante administrative. Alors aujourd'hui, elle s'appelle la fée de la communauté. Et elle gère toutes les ambassadrices, toute leur vie à partir du moment où elles s'inscrivent à la formation jusqu'au jour où elles quittent la communauté.
Et à un moment, elle est venue. Donc au début, elle était en mode indépendante en fait. Puis à un moment, elle est venue me voir, elle, maman solo aussi, et me dit, mais en fait, moi, j'ai besoin faut que je puisse me sécuriser. Je vais pas pouvoir continuer avec toi. Il va falloir que je me trouve un job de salarié en fait. Ça va me rassurer quoi. Et là, j'ai eu la peur de ma vie en disant, mais non, je peux pas. Comment je vais faire? Je peux pas continuer sans elle. Elle connaît la maison MMM par cœur quoi. Et puis et du coup, j'ai dit, mais en fait, je vais être salariée moi. Finalement, financièrement, ça me revenait quasiment pareil. Et puis et j'ai eu tellement peur de plus bosser avec elle, enfin de bosser sans elle. Donc du coup, aujourd'hui, ça va faire 10 ans qu'on travaille ensemble. C'est mon deuxième cerveau, c'est mon bras droit, elle est indispensable au roulement. Puis du coup, on est devenus aussi très amis dans la vraie vie à côté. Sachant qu'elle n'est pas à Marseille, elle n'est pas à Aix, Marseille, elle n'est pas dans la région. Donc elle est à Valence. Ouais. Donc c'est du télétravail, mais vous vous retrouvez régulièrement. Exactement. Mais on arrive à se voir souvent. On est même partis en vacances ensemble avec nos enfants. Enfin voilà, on s'attache à se voir régulièrement. Chaque été, on se fait un séminaire pendant 3 jours. On s'enferme chez moi en mode machine de travail pour justement caler toute l'année, etc. Et puis voilà, on s'arrange pour se voir en vrai le plus souvent possible. Parce que c'est bien après de faire des réunions sur Zoom, mais quand on travaille ensemble dans la même pièce, on n'a pas du tout la même productivité, la même efficacité. De partage. Donc ça, voilà, ça c'était aussi une des peurs que j'ai pu avoir, savoir s'entourer des bonnes personnes. Et puis elle, c'est la meilleure collaboratrice du monde. Pour toi, parce qu'en pour fait, moi, c'est un truc, c'est une vraie. La semaine dernière, j'ai interviewé David Gurley, qui est un serial entrepreneur, qui est le premier entrepreneur français à avoir créé une entreprise, une licorne, donc qui est valorisée plus d'1 milliard. Et on disait c'est une question de match en fait. C'est le match entre le salarié et l'entreprise, l'entrepreneur. Enfin, c'est vraiment, on n'est pas tous. Genre mon fils, il me dit ouais, t'es la meilleure maman du monde. Je prends. Oui. Mais je dis pas pour toi en fait, parce que on se correspond et bien sûr. Et on s'est trouvé. L'univers nous a permis de nous trouver. Ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de match, de se dire voilà, c'est tellement important de se dire avec qui je vais me sentir bien pour travailler, de quoi j'ai besoin et de trouver ces personnes, et que ce soit l'entreprise ou le manager ou les équipes, parce qu'on n'est pas tous faits pour travailler ensemble, quoi. Bien sûr. Puis là, on a construit MMM ensemble. Au final, comme elle est là depuis le début, il y a plein de choses où des fois j'hésite, je lui demande son avis, elle est force de proposition aussi. Enfin, on avance vraiment ensemble main dans la main et ça, c'est précieux. Du coup, elle voit aussi que je lui fais entièrement confiance, je lui délègue plein de choses, je vérifie pas tout ce qu'elle fait en fait, j'ai confiance en elle. Donc c'est vrai qu'on fait un super duo et c'est agréable. Ouais. Comment tu écoutes ton intuition? Comment j'écoute mon intuition? En fonction de ce qui vibre à l'intérieur de mon ventre. Je suis très à l'écoute de mon intuition. Je ressens les choses vraiment dans mon corps. Et puis j'y vais, en fait, je fonce. Des fois, je regrette. Mais en général, je fonce, ouais. Comment tu célèbres tes réussites? Je célèbre mes réussites alors de plein de manières différentes. Je les écris, déjà. Je les note. J'ai dans mon agenda magique, j'ai une page où je note toutes mes réussites. Chaque mois, je note mes réussites du mois avec des petites étoiles et je fais la liste comme ça. Et j'ai un cahier perso aussi dans lequel je note mes kiffs et mes réussites. Donc ça, je le fais chaque jour. Et de les voir, de les sortir de ma tête, de les écrire sur le papier et de les voir en fait. Du coup, surtout, ça leur donne encore plus d'importance. Ça les matérialise. Ça les matérialise, ça les ancre dans la matière en fait. Donc je fais ça et puis après j'invite les gens aussi à se célébrer à la fin de toutes nos formations. Et c'est Steph, ma collaboratrice, qui dit ça. On dit aux ambassadrices, avant de vous lancer vraiment dans l'univers MMM, célébrez-vous. Alors offrez-vous des fleurs, offrez-vous un massage, je sais pas, allez vous balader dans la nature, faites l'apéro, mais prenez ce temps pour vous célébrer d'être arrivé au bout de la formation, d'avoir fait le choix de faire un nouveau truc, d'élargir leur palette de compétences. Et puis après, le lendemain, elles peuvent se mettre au travail. Donc, moi, j'aime bien, c'est hyper important de se célébrer, en fait, et de s'auto-célébrer. Après, quand les autres nous disent que c'est bien, mais de se le dire, nous, c'est encore mieux. C'est hyper important. Moi, je sais que, tu vois, c'était un truc, à chaque fois que j'avais un nouveau job, je m'offrais un cadeau. Alors, en fonction du salaire, le cadeau n'a pas été le même. Mais tu vois, quand mon premier salaire avec Pourquoi pas moi, je me suis offert
un petit bijou, une petite médaille de la chapelle miraculeuse de Paris, mais que j'ai acheté à Marseille, qui était un peu stylisée et tout. Et quand je la vois, je me dis, ouais, c'est mon premier salaire. Et chaque chose, je me dis, tiens, c'est mon premier salaire, enfin, c'est mon salaire de telle boîte, Ouais, compagnie. ouais. Et je trouve ça chouette de dire, voilà, j'ai eu ce job, j'ai réussi à gagner ma vie avec ça. Et du coup, en effet, de l'ancrer dans la matière, c'est hyper important. Ah ouais, carrément. Moi, je suis très tatouage. Et du coup, je m'étais fait aussi tatouer le logo. Donc, c'est une fleur de lotus, le logo de MMM. Je m'étais fait tatouer au bas de la nuque, en fait. Et je trouvais que c'était pour aussi ancrer dans mon corps aussi cette expérience professionnelle que j'adore, extraordinaire. Et de pouvoir aussi le mettre, voilà, j'ai choisi faire l'endroit aussi entre la tête et le corps, que ça soit à la fois dans mon dos, parce que du coup, ça me porte comme si ça pouvait être des ailes, en fait. Et ouais, se célébrer, c'est hyper important. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Et quand j'ai créé MMM, en fait. Quand je me suis dit, le lendemain de ce Tao dont je te parlais tout à l'heure, de se dire, pourquoi moi je créerais pas mon concept? Pourquoi je me jetterais pas aussi dans quelque chose que j'inventerais de toutes pièces et sans l'inventer, parce que j'étais rassurée justement par toutes ces fameuses pièces du puzzle dont on parlait tout à l'heure. Et je me suis dit aussi, pourquoi pas moi? Quand j'ai fait ces 2 enfants et que j'ai quitté les 2 pères. Et je me dis: «Mais pourquoi pas moi? Je réussirais pas aussi, tu vois, à élever mes 2 enfants?» Alors je galère à certains moments, mais de se dire, en fait, je peux tout réussir, même si, il y a des épreuves, même si, on les relève, mais ouais, pourquoi pas moi? Au quotidien, du coup, qu'est-ce qui te porte quand justement tu as des moments de doute, des moments de galère, quand on est une maman solo, en plus toi tu as tes 2 enfants, il y a un des papas qui vit du coup en Corse, enfin, c'est quand même hyper, c'est une grosse charge mentale. C'est ça. Les mamans ont beaucoup de charge mentale de base, mais là, plus. Comment tu tiens au quotidien? Comment je tiens? Alors il y a des jours où je tiens pas, mais dans l'ensemble, je tiens parce que j'ai décidé de tenir, en fait, et j'ai décidé de kiffer ma vie et j'ai décidé d'être heureuse, en fait, quoi qu'il se passe. Donc dans les moments de down, en fait, je me force à voir le côté rose de tout ça, et je me fais une espèce de liste dans ma tête en disant: «Bon, OK, il y a ça, c'est un peu compliqué, mais en même temps, tu as ça qui va bien, tu as ça qui va bien, tu as ta maison, ton jardin, tu habites à Aix où il fait super beau, tu as monté ta boîte, tu as plein de gens qui te font confiance, tu reçois des témoignages de reconnaissance tous les jours, pense à tous les enfants qui viennent dans tes ateliers. Regarde, tes filles, elles vont bien. La petite, elle a eu beaucoup de problèmes de santé et aujourd'hui, elle va à peu près bien. La grande, elle a traversé aussi des choses compliquées. Et puis là, elle a fait une rentrée où elle est rayonnante. Enfin voilà, j'essaie vraiment de voir toujours le côté positif. Et puis après aussi, c'est des fois, c'est d'accepter qu'il y a des jours un peu moins bien et du coup de ralentir aussi le rythme, de me dire tiens, aujourd'hui je suis un peu fatiguée, peut-être que je vais moins bosser, je vais mettre dans un jogging tout doux que j'aime bien, mettre mes chaussettes en pilou, je vais me faire une tisane, peut-être que ça réveille, je vais faire une sieste, quoi. Ouais, c'est écouter. Et c'est pareil, c'est écouter son intuition, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, tous les matins, c'est soit au moment où je me réveille ou soit quand je suis dans ma douche, je me sonde et je sens à l'intérieur de moi si je vais passer une bonne journée ou si ma journée elle va être pourrie ou si je suis dans des bonnes vibes ou si au contraire il y a un truc qui me travaille ou si j'ai mal dormi. Là par exemple, je passais une nuit compliquée, mais par contre au réveil, j'aurais pu me dire oh je suis fatiguée, ça va être dur. Puis j'ai un méga rendez-vous dentiste après, horrible et tout. Et non, j'ai senti que je pétillais à l'intérieur en fait et que ça allait être une super journée. Même si voilà, j'ai une nuit pourrie, etc. Même si tu as mis 1h30 pour arriver jusqu'ici. Mais non, parce qu'il faisait beau, j'étais contente et tout. Et puis et après, c'est un moment, c'est de le décider aussi. Et il y a quelques mois, parce qu'en fait, ma petite fait des crises d'épilepsie. Et on a eu 4 jours d'épilepsie. Et on n'avait jamais fait 4 jours d'épilepsie. C'était vraiment hyper dur. Et tout le monde, à la fin, ou pendant et après, te dit « Ah, mais qu'est-ce que t'es forte, oh là là, à chaque fois, tu te relèves de toutes les épreuves et tout. Et qu'est-ce que t'es résiliente, etc. » Et à un moment, j'ai dit « Mais en fait, merde, je ne veux plus être forte, je ne veux plus être résiliente. J'en ai marre d'envoyer ces énergies-là à l'univers aussi, quoi. » Et finalement, de dire toutes les épreuves, je les reprends et j'ai jamais de répit et j'avance. Et du coup, j'ai me dit: «Je vais changer de mindset» et on s'appelait les warriors avec mes filles. En fait, maintenant, on va être les kiffeuses et tout simplement, OK, prochain épisode d'épilepsie et c'est pas grave, on va voir le côté positif aussi des trucs. Alors, on l'a eu un mois après, pour être bien testé par le truc. Ça a décalé notre départ en vacances. Du coup, ça aurait pu aussi être vécu tout en noir, en temps compliqué. Et finalement, non. Et d'ailleurs, cet épisode-là n'a duré qu'1 journée. Donc, finalement, c'était aussi moins intense. Et de se dire, quoi qu'il se passe, en fait, on va profiter de la vie. Et puis on met de la musique, et puis on danse, et puis on rigole, et puis on se fait des câlins. Et puis moi, je sors beaucoup faire la fête aussi. Voilà, j'ai besoin de me sentir vivante, de faire des trucs qui sont profondément nourrissants et
de se sentir vivant, en fait, de se sentir libre, de se sentir... d'avoir ta vie de femme aussi que pour toi, t'as ta vie de maman, mais aussi d'avoir du temps pour toi et ta vie de femme, quoi. Et ma vie de moi toute seule. Ouais. Et ça, c'est super important, quoi. Ouais. De essayer d'équilibrer toutes les facettes. À chaque fois, quand je fais le bilan de mes journées le soir, que je recherche mes réussites. Des fois, je peux simplement réussir à avoir fait 3 lessives, hein. C'est vachement bien. Et du coup, je distingue à chaque fois. Et je fais toujours ma vie à moi en premier. Qu'est-ce que j'ai réussi pour moi aujourd'hui? Hier, par exemple, j'ai réussi, je suis dans un nouveau roman qui me passionne. J'ai réussi à prendre 1 heure pour lire. C'était génial, quoi. Et après, je me dis, j'ai réussi quoi dans ma vie d'entrepreneuse, dans ma vie de maman, dans ma vie sociale, avec mes copines aussi. Puis après, justement, dans ma vie de femme, je passe ma vie de loveuse. Et du coup, d'avoir toujours un équilibre, en fait, entre toutes ces facettes-là. Et j'ai une psy qui m'avait fait travailler ça, elle appelait ça un camembert, en fait. Et de voir, alors elle m'avait fait ça sur l'échelle de notre vie, en fait, quelles étaient la répartition, la proportion de ces 5 facettes dans le camembert. L'idée, c'est qu'elles soient toutes équilibrées, mais à certains moments, c'est ta vie de maman qui va prendre plus de temps. Des fois, tu vas être sur des projets pro, donc tu vas bosser comme une folle. Puis des fois, ça va être les vacances, tu vas plus prendre du temps pour toi. Moi, comme je fais jamais les choses à moitié, j'ai fait le camembert tous les jours. Je voulais que tous les jours, ils soient équilibrés. Et c'était un sacré challenge. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, comme je fais aussi, je fais le mood tracker où je suis mes émotions tous les jours. Je vois si j'ai passé des journées. Alors, j'ai 4 trucs. J'ai au top, bof, pourri et yo-yo. Yo-yo, je peux être en super forme le matin et au fond du trou le soir. Et de suivre ces émotions, je me suis rendu compte qu'en fait, les jours où j'étais le mieux, c'est justement quand j'avais un équilibre de tout. Où je pouvais passer un bon moment avec mes enfants, aller boire l'apéro avec mes copines, aller faire 1 heure de sport entre midi et 2, me coucher tôt, avoir un super rendez-vous de boulot. Et que les jours où il me manquait, il y a un truc que j'avais pas, et finalement, je me sentais pas entière, en fait. Ouais, ce qui est intéressant dans ces mood trackers, en effet, c'est de prendre du recul et se dire, OK, les jours où ça allait pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et donc, de trouver des tendances, en fait, entre guillemets, quoi, pour adapter les choses. Souvent, d'ailleurs, les jours où ça va pas, c'est quand je suis fatiguée, en fait. Et c'est que j'ai mal dormi. Et c'est soit qu'après, alors, je sais pas, c'était la pleine lune, j'ai fait des cauchemars, ou je me suis couchée trop tard, ou j'en sais rien. Et du coup, maintenant que j'ai identifié ça, je me dis, ce soir, je me couche tôt. Ouais. Et tous les matins, je pose aussi 3 objectifs pour ma journée. Et souvent, je mets l'objectif d'être au lit tôt, où je me couche en même temps que la petite. À 21h, je suis dans mon lit. Et je sais qu'en ayant une vraie nuit de sommeil, ça me permet de repartir. Ouais, ça te permet de recharger l'énergie, quoi. Exactement. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite. Alors c'est marrant, j'ai partagé un post il y a pas longtemps là-dessus. C'est une citation de Romy Schneider qui disait que réussir c'était aimer, en fait. Et c'était pas pour moi la réussite justement, c'est d'être bien dans sa vie au quotidien, c'est de vivre dans l'instant présent, d'être bien partout où on est, de pas regretter le passé ou de se projeter dans l'avenir. Et j'essaye de plus en plus de vivre dans l'instant présent. Donc pour moi réussir c'est vraiment être rempli de joie quoi qu'on fasse. Ouais. Et un échec? Qu'est-ce que c'est un échec? Un échec, c'est quelque chose qu'on n'arriverait pas à dépasser, pas à transformer. Je parlais du cadeau mal emballé tout à l'heure. Ouais, un échec, c'est quelque chose qui ne pourrait pas être vu d'une manière positive à un moment ou à un autre. Alors après, ça peut être à court terme ou ça peut être à très long terme aussi. Mais pour moi, après, les échecs, ça fait toujours grandir. Ou alors, c'était que ça devait pas être... c'était ce qu'il fallait pas faire, en fait. Et c'est OK aussi. Dans mes tatouages, j'ai aussi le plan est toujours parfait. Et finalement, s'il y a un échec, alors ça peut être un échec d'une relation amoureuse, j'en ai eu plein. Ça peut être aussi des échecs professionnels ou des échecs des fois dans des comportements avec nos enfants. Mais de se dire que finalement, si ça n'a pas marché, c'est que ça ne devait pas marcher. Donc c'est être dans l'acceptation. Donc finalement, c'est pas un échec, c'est juste une expérience. Pas toujours agréable, mais une expérience. Qu'est-ce que tu penses que la petite Juliette de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? J'espère qu'elle serait très fière de moi et qu'elle se reverrait dans son jeu des noms en disant « Regarde, t'as réussi, t'as la jolie maison, t'as les enfants qui sont beaux comme sur les photos. » Et ouais, je pense qu'il y aurait beaucoup de fierté. Souvent dans les ateliers MMM au féminin, on se fait comme ça écrire des lettres à notre moi du futur ou des lettres que notre moi enfant nous aurait écrit. Et c'est bien de changer de point de vue, en fait. Ouais. Donc c'est chouette, ouais. Et qu'est-ce que toi, tu as envie de lui dire à cette petite Juliette? À cette petite Juliette, j'ai envie de lui dire que tout va bien se passer, que le plan est toujours parfait. Et Juliette, je t'aime pour la petite blague. Ouais. Bien sûr. On dit que dans la vie, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements?
Les renoncements, je l'associerais, tu vois, un peu, côté de l'échec, en fait, dont on parlait il y a quelques instants. C'est de, savoir renoncer, en fait, c'est choisir aussi. C'est de se dire: «Bah, ça, en fait, c'est pas OK pour moi maintenant. Peut-être je le ferai plus tard. Peut-être que je le ferai jamais». Heu, c'est OK, en fait. Après, c'est aussi une histoire d'intuition et de dire: «Tiens, ça, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est aligné pour moi? Est-ce que ça va me faire vibrer?» Non, je renonce à faire ça, et c'est OK. Ça m'évoque, quelque chose qui est, c'est moi de pas avoir réussi entre guillemets à faire une vie de famille normale avec un papa, une maman et des enfants qui vivent pendant plusieurs années ensemble. Mmh. Je sais que ça a été un deuil pour moi ça a été difficile de culpabiliser aussi. Je sais pas offert ça à mes enfants et puis, de dire finalement je leur ai offert autre chose et du coup aujourd'hui, j'ai renoncé à ça, à cette vie de famille. J'ai essayé 3 familles recomposées, heu, 3 fois j'ai dit: «Je ferai plus jamais» et du coup j'ai renoncé à cette vie de famille mais, je suis totalement en accord avec ça, en fait. Parce que à la place, j'ai, mis quelque chose, qui me plaît, qui est beau, qui est juste, qui est magique aussi et j'ai choisi, finalement, on a notre petite cellule familiale toutes les 3 et c'est Ouais. génial. De toute Mmh. façon, c'est un sujet dont je parlais avec mon fils, pas plus tard que dimanche. Sur le fait qu'il me dit: «Oui, moi j'aimerais avoir une famille normale» et je lui dis: «C'est Mmh. quoi une famille normale?» Il me dit: «Bah, une famille où, on vit avec papa, maman et tout» et je lui dis: «Mais tu sais mon chaton, aujourd'hui tu as quand même si tu regardes les stats, c'est en fait une famille normale aujourd'hui c'est plus c'est enfin» Mmh. et je lui dis: «Évidemment que j'aurais aimé, qu'on ait une famille normale parce que, pour le petit clin d'œil du destin, j'ai divorcé le jour des 50 ans de mariage de mes parents». Ouais, Ah ouais, c'est dingue. ouais Mmh. et bon, c'est vraiment, hasard de calendrier. Et donc je dis: «Oui, on est d'accord, mais voilà, la vie nous amène des choses» et je lui dis: «Bah» alors je lui ai glissé parce que là, je pense qu'il est encore trop petit et Mmh. pour comprendre, mais finalement, je lui dis: «Tu sais, ça te permet de t'adapter, d'apprendre à t'adapter et Bien plus sûr. tard, ça te servira» et je lui dis: Mmh. «Tu sais, tous les gens que j'ai interviewés, qui ont vécu des choses, qu'ils n'avaient pas choisies petits, difficiles, bah, ça c'était une force, en fait, derrière et bon, il faut Ouais, ouais, il faut parfois du temps pour digérer, les bien choses, sûr. mais ouais. Mmh. C'est quoi la plus grande difficulté que tu aies eu à surmonter dans ta vie? Alors j'hésite entre justement quand je me suis échappée il y a 12 ans parce que c'était quand même très, 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 très dur aussi et puis je me sentais seule au monde et c'était très compliqué. Après, je sais pas si, je mettrais pas en balance aussi la maladie de ma fille, parce que c'est quand même compliqué. Je pense que non, c'est encore plus dur ça, en fait. C'est d'être, maman d'une enfant différente. Alors on parle, hein, des enfants, atypiques, les enfants extraordinaires et cetera. Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui est de plus en plus ouvert et qui est de plus en plus, accepté et connu, on va dire, par les autres. Mais ça, c'est une vraie difficulté, en fait, d'avoir, un enfant malade qui a un rythme de vie qui est différent, d'être dans les hôpitaux, d'être avec des médicaments, matin et soir, d'être toujours dans le stress, en fait, qu'à tout moment elle peut faire des crises d'épilepsie et que, ça m'inquiète aussi pour sa vie. Alors son épilepsie est censée s'arrêter à l'adolescence, mais je suis inquiète aussi pour sa vie d'adulte, parce que, je vois qu'il y a plein de choses qu'on peut pas faire quand on est épileptique, en fait et donc ça c'est un stress et surtout, elle est, à la fois épileptique et donc elle a une maladie génétique, en fait, qui a créé aussi beaucoup de troubles comportementaux. Alors on parle d'intolérance à la frustration, hem et ça, c'est dur à vivre, en fait et c'est assez, c'est épuisant et je pense que c'est une vraie difficulté dans ma vie où je me dis qu'à chaque fois, voilà, son âme m'a choisie pour être sa meilleure maman du monde pour elle. Mais il y a des jours où c'est fatigant d'être sa maman. J'ai fait un burn-out maternel il y a 3 ans et là, je l'ai frôlé récemment, il y a pas longtemps et voilà, ça c'est une vraie difficulté aussi et puis voilà, quand on est maman solo, de tout gérer seule, Ouais, la charge mentale plus. ouais, la charge mentale et puis le comportement, puis tu es toujours en train de rattraper. Alors quand ils sont petits, les gens ils te disent: elle sait bien ce qu'elle veut votre enfant». Après ils te regardent en disant: Elle est mal élevée, elle a un problème» et après, il y a des moments où elle a des phases, d'agressivité. En fait, elle est sans filtre, donc elle se rend pas compte et donc toujours essayer d'enrober un peu, de lui expliquer calmement. Enfin, ça prend une énergie et un temps de dingue et ça c'est difficile et surtout que voilà, autant une séparation, moi, c'est difficile sur l'instant T et après tu avances. Être, maman, ça dure toute la vie et je pense que ça fait partie aussi de mon rôle de l'accompagner toute sa vie et il y a des moments où c'est, ouais, c'est plus difficile que d'autres, ouais.
T'as peut-être sûrement créé MMM en anticipation de son arrivée. Ah mais c'est sûr, de toute façon, elle est née en décembre. Le premier atelier, je l'ai fait au mois d'avril, donc 4 mois après. Et aujourd'hui, elle est assistante magique. On participe à ma balle de sommet, donc on fait les vidéos, des rituels ensemble. Et c'est génial. On a une super complicité. Les premiers ateliers, quand elle venait, en sortant, je l'amènerai plus jamais, parce qu'elle me teste aussi tout le temps, parce qu'elle me pousse à bout, parce que devant les participants, je suis obligée de me contenir, de bien me tenir. Alors après, ça me fait travailler l'empathie et la bienveillance puissance 1000. Enfin, j'ai un réservoir de patience infinie que j'ai développé avec cet enfant. Merci elle, parce que c'est un vrai apport pour moi. Il y a des fois où je craque, hein, bien sûr, mais ouais, c'est du non-stop en fait. Donc MMM, ça m'a donné les outils pour moi et pour elle surtout. Je la vois aujourd'hui, elle a des réflexes bien-être. Et je vois les autres petites filles qui ont la même maladie qu'elle. Je vois les mamans, puisque je fais partie d'une association là-dedans. Je vois les mamans qui sont au bout de leur vie et les petites filles qui sont hyper agressives tout le temps. C'est l'enfer de vivre avec elle au quotidien. Alors que la mienne, je pense que le type d'éducation que j'ai choisi, le type d'accompagnement que j'ai mis en place, ça a permis d'adoucir aussi tous les symptômes et que ça soit plus vivable au quotidien. Et plus elle grandit, plus c'est facile, même s'il y a des moments où il y a des espèces de rechutes, puis toujours d'accompagner voilà les maîtresses, d'expliquer aux copines, aux mamans des copines quand elles apprennent à faire l'activité, qu'elles reviennent, je vois qu'elles en peuvent plus. Moi, je suis contente, j'ai soufflé pendant 1 heure. Mais ouais, ça c'est difficile, c'est pesant. Ouais. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi être aligné? Bon, on en a un peu parlé quand même tout à l'heure. Être aligné, c'est quand on se sent à sa place, quand on sent que tout est juste, et surtout, je pense que quand on est aligné, ça se ressent parce que les choses sont fluides et qu'il n'y a pas de... Ça roule en fait. C'est le tapis rouge de l'univers en fait, et quand c'est aligné, ouais, c'est ça, c'est fluide. Ouais. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui? Je suis la plus fière de mes filles en fait. Et parce qu'avec tout ce qu'on a traversé, avec la grande comme avec la petite, quand je les vois aujourd'hui, je me dis que j'ai fait le job en fait. Alors j'ai encore un peu de boulot avec la petite, mais je sais que j'arriverai. Et là je vois ma grande qui a traversé quelque chose de hyper dur l'année dernière, et je vois comme elle est aujourd'hui. Et je me dis qu'elle a fait le job aussi en fait. Et d'ailleurs elle m'avait dit une fois en disant: maman, tu sais, il y a un truc dont j'ai hérité, c'est de ton courage. Et ce jour-là où elle m'a dit ça, je me dis, mais alors c'est le meilleur truc que je pouvais lui transmettre aussi, quoi. Et là, j'ai un peu faibli sur la petite parce que c'était vraiment très dur ces derniers temps. Mais je sais que voilà, je reprends des forces, et un jour je la regarderai en disant: j'ai fait le job, j'ai fait le super job avec elle. Donc je suis vraiment fière de ça, et de les guider, de les accompagner, pour qu'elles puissent aussi kiffer leur vie à fond maintenant et plus tard. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup t'aimerais donner aujourd'hui? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de prendre soin de soi avant le reste en fait, de se choisir, de se mettre en priorité, parce que on a l'impression qu'en fait c'est pas ce qu'il faut faire, et régulièrement je me dis moi d'abord. Et si c'est moi d'abord, après je pourrais vraiment m'occuper des autres. Donc je le culpabilise encore des fois en le faisant, mais j'arrive super bien à le faire, et je l'applique aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie avec mes amis. S'il y a des fois, par exemple, je sais pas, je suis dans une soirée où je me sens pas bien, mais en fait je peux me forcer à rester, même si les gens me disent mais reste, etc. Non, moi d'abord. Là, j'ai besoin de rentrer, j'ai besoin d'être chez moi. Il y a tel truc qui me gêne, je me choisis en fait. Donc c'est le conseil, ça serait vraiment de se choisir soi, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que peuvent penser les autres. C'est écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est notre fameuse intuition, c'est nous sonder, c'est respecter nos émotions, c'est respecter nos envies, nos besoins. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de me barrer il y a 12 ans. Ouais, je pense que c'est ça en fait, parce qu'il y a une partie de moi qui serait restée dans cet enfer, pensant que j'avais pas la force d'en échapper. Et puis et du coup ça a tout changé en fait. Après, je pense que si je serais restée, j'aurais fini par mourir. Donc du coup, aujourd'hui, je me sens plus que vivante en fait. Ouais. Ça, j'avais la discussion hier avec une copine, c'est que parfois, en effet, on est enfermé dans un couple où on sent que on n'est pas respecté, on sent qu'on n'est pas bien, et parfois on peut croire qu'on n'est pas capable de vivre sans l'autre, même s'il y a plus d'amour, même s'il y a pas de respect et compagnie. Mais c'est se dire voilà, qu'on a une force en nous qui fait qu'on est capable de remonter en fait n'importe quelle situation. Moi, je me rappelle, tu vois, j'avais une amie qui son mari était parti.
Et à l'époque, bon, j'étais mariée, je me disais, ou en couple, en train de me marier, et je me disais, mais waouh, quelle force elle a et compagnie. Et puis bon, bah le jour où ça m'est arrivé, bah voilà, tu te dis, bah en fait, t'as pas le choix. Donc et quelqu'un m'a dit, bah peut-être qu'en fait, au final, c'est toi qui serais peut-être partie un jour. Je dis, peut-être, on sait pas en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que on a tous la capacité à partir si on est malheureux. Et l'idée, c'est pas de dire moi j'aime, je suis une amoureuse de l'amour et donc j'incite personne à divorcer, à se séparer ou quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand son conjoint ne nous respecte pas, nous parle mal, ne respecte pas ses besoins, c'est pas normal en fait. Bien sûr. Et ça, je trouve que là, je fais une petite parenthèse, mais parce que ça m'évoque la discussion que j'ai eue hier avec cette personne qui me racontait que elle avait une amie où son mari lui parlait très très mal et compagnie. Et en fait, c'est ça, c'est de dire, bah, on a pu, notre génération, avoir un modèle de papa qui parlait mal à nos mamans, hein, et nos grands-pères qui parlaient mal à nos grands-mères. Donc on a grandi dans ce truc-là, mais en fait, non, on a le droit d'avoir un homme qui nous parle bien, qui nous respecte. Bien sûr. Et plus qu'on a le droit, c'est le devoir en fait de montrer ça aussi à nos enfants, de dire, bah voilà. T'as un papa, t'as un homme, mon conjoint, il me respecte, et ça, c'est un truc qui est, voilà, petite parenthèse pour. Ouais, c'est super important, hein. Moi, j'étais bloquée à pas partir parce qu'on bossait ensemble, parce que il m'avait escroqué, j'étais surendettée, enfin, j'étais isolée au fin fond de la Corse avec une petite fille qui était toute petite, etc. J'avais toutes les raisons techniques de ne pas partir, et effectivement, il avait un comportement avec moi qui était odieux, on va dire. Mais je me sentais coincée, je me sentais prisonnière, en fait. Et puis, il y a toujours cette espèce d'instinct de survie. En fait, c'est ça. C'est soit je reste et je vais finir par crever sur place, soit je récupère le peu de force qui me reste et je me casse parce que je mérite pas ça, en fait, quoi. Et après, peu importe les problèmes de boulot, d'argent, de déménagement, de machin, en fait, à un moment, tu prends la décision. Mais des fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te donne le petit truc, en fait, quoi. Ouais, le petit truc qui te donne le courage et de dire bah, que t'en es capable, en fait. Exactement. Ouais, parce qu'en général, je me permets de te couper, en général, quand on est dans ce mindset-là, en fait, on a perdu toute confiance en soi et on a plus d'énergie, mais on n'a plus du tout de confiance en soi et on se dit, bah, non, en fait, vulgairement, je ne suis qu'une merde, donc je n'y arriverai jamais, alors que non, enfin, voilà, avis aux femmes, vous êtes des femmes exceptionnelles et vous pouvez y arriver. C'est clair. Et puis après, des fois, t'as même plus capacité à réfléchir, en fait. Ouais. T'es tellement les pervers narcissiques, ils te vident de toute substance, de toute vie, de toute émotion. Moi, je ressentais plus rien du tout. Tu n'es même plus capable de pleurer, de rire, ni rien du tout. Et après, du coup, d'avoir réussi à faire ça, dès que je vois aujourd'hui, alors après, les PN, on en parlait très peu aussi, hein, il y a 12 ans, maintenant, alors, c'est peut-être même un peu, on en parle peut-être un peu trop, il y a des gens qui sont étiquetés PN alors qu'ils le sont pas du tout. Mais du coup, quand je sens aussi des femmes qui sont dans la situation dans laquelle j'ai été ou qui pourraient tomber dans la situation dans laquelle moi j'ai été, j'essaye d'être ce petit conseil et cette petite voix pour leur dire tu peux le faire. Et j'ai pareil, le week-end dernier, j'ai vu une copine aussi qui l'avait vu il y a 2 ans où je savais pas qu'elle vivait tout ça avec son mari parce qu'on le dit pas, en fait, ce genre de choses, quoi. Plus qu'on le dit pas, je pense que c'est une question de conscience. C'est qu'en fait, il y a une vraie notion de déni parce que enfin, c'est comme finalement, c'est un peu comme le burn-out aussi. Et d'ailleurs, t'as beaucoup de femmes qui font des burn-out à cause de leur conjoint. Hein. Et oui. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne dit pas parce que je pense que ces femmes-là, elles n'ont pas la conscience de ça. Bah là, et là, du coup, je lui disais, tu te rappelles quand on s'est vu il y a 2 ans à cette soirée, etc., où tu avais commencé à me confier tes trucs, je te vois aujourd'hui, la nana, elle est rayonnante, elle est morte de rire tout le temps, elle croque la vie à pleines dents, et je te rends compte, t'as réussi à te barrer, en fait, et t'avais toutes les peurs du monde, et regarde aujourd'hui ce que tu vis, en fait, quoi. Et donc, du coup, je fais ma part aussi avec ça, en donnant la petite force. Moi, il y a quelques personnes qui essaient de me donner cette force, mais après, puis bon, c'était il y a 12 ans, j'étais plus jeune, j'avais pas tous ces outils développement personnel, etc. Et aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. Je suis assez convaincue qu'il y a des personnes qui vont écouter cet épisode et à qui ça va résonner. Mais tant mieux. On est là, on vous soutient et vous pouvez le faire. Et faites-le. Et d'ailleurs, si il y a des personnes qui se posent la question de est-ce que ce qu'elles vivent, c'est normal, c'est de vraiment en parler à des personnes bienveillantes, des personnes potentiellement externes de leur environnement familial. Et puis aussi, il y a un super test sur Internet pour voir. Il y a des super tests qui permettent de savoir si les personnes sont des pervers narcissiques, qui permet justement d'ouvrir les yeux. Il y a un truc,
J'ai envoyé le lien du coup à ma copine pour qu'elle le transfère à son autre copine. C'est pervers-narcissique.com. Il y a un super test en 33 questions qui permet du coup d'ouvrir les yeux, parce que déjà c'est ça. la C'est le plus première dur. étape, c'est ouvrir les yeux, se dire bah oui, en fait cette personne-là est comme ça, et puis c'est du coup de comprendre pour pouvoir savoir comment ces personnes fonctionnent, comprendre leurs mécanismes, parce que finalement une fois que tu as compris les mécanismes, c'est tous les mêmes. Voilà, je vais dire c'est marrant. Non, c'est pas marrant, mais en tout cas, c'est prévisible. Bien sûr. Et donc, du coup, ça permet vraiment de pouvoir ouvrir les yeux, de se dire que cette typologie de personnes, en effet, escroquent leur famille, leur conjoint, mentent, et du coup, Et surtout, ils te soufflent le chaud et le froid. Et après, on culpabilise, en fait, se dire, mais attends, c'est de ma faute, j'aurais pas dû dire ça, et du coup, il a réagi comme ça. Et en fait, non, c'est un type de fonctionnement. Donc, se dire, c'est pas de ma faute, en fait, et surtout, je mérite pas ça, en fait. Ouais. Et puis, souvent, ce type de personnes s'attaquent aux personnes hypersensibles. Bien sûr. Aux personnes brillantes, dans tous les sens du terme. Et c'est se dire, voilà, en fait, il y a un super livre qui s'appelle Pourquoi les hypersensibles sont victimes de manipulateurs. Enfin, c'est pas le titre exact, mais c'est l'idée. Et qui explique qu'en fait, quand t'es hypersensible, t'es hyper empathique. Et donc, quand t'es hyper empathique, tu passes ta vie à te dire, mais en fait, il est de mauvaise humeur, donc c'est de ma faute. Bien parce sûr. que tu te remets en question en permanence. Tu t'épuises. Et du coup, tu t'épuises, t'as ton estime de toi qui s'étiole, et du coup, c'est des personnes qui n'ont jamais, c'est jamais de leur faute. Et donc, du coup, c'est tout le temps de ta faute, tu prends, et puis à un moment donné, ton corps il lâche, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Petite parenthèse. C'est quoi tes prochains défis? Alors, mes prochains défis, le premier, c'est un défi perso, c'est de tester la garde alternée avec la petite. Donc c'est un sacré défi parce que, jusqu'à présent, j'étais pas du tout pour, mais là, je sens que en me choisissant moi, il faut absolument que je passe par là, et son papa s'occupera très bien d'elle. Donc mais voilà, ça reste un défi quand même. Mon autre défi, c'est de diversifier aussi un petit peu tout ce que je fais avec mon moment magique, de garder bien sûr toute la partie ambassadrice, atelier, etc., mais d'aller aussi tester des nouvelles choses. J'attaque donc là la 10e année, donc du coup c'est aussi la fin d'un cycle de 9 ans. Donc je suis en première année d'un nouveau cycle, donc j'ai aussi envie de nouveautés, d'expérimentation, etc. Donc ça, c'est aussi un sacré défi. On dit que les entreprises, il faut tenir 3 ans. Après, il faut tenir 5 ans. Moi, j'arrive à 10 ans. Je sens que je suis à un cap aussi, à la fois en termes... tout ce que j'ai imaginé il y a 9 ans, qui était novateur, qui était sur une niche. Aujourd'hui, maintenant, il y a plein de choses pour les enfants. Il faut savoir se réinventer, quoi. Exactement. Il y a des tonnes de trucs en ligne. J'ai été copiée, recopiée, surcopiée. Donc maintenant, voilà, j'ai vraiment envie de réinventer le truc. Puis même intellectuellement, j'imagine qu'à un moment donné, tu as envie aussi de nouvelles choses, quoi. C'est ça, t'as l'impression de tourner en rond, en fait, quoi. Et de le faire, encore une fois, qu'avec ce que j'ai dans mes tripes, en fait. Je suis pas... je regarde évidemment pas les infos, mais du coup, je suis pas trop en veille permanente, etc. C'est à chaque fois, c'est tout ce que j'ai mis en place, c'est que des choses que j'ai expérimentées moi dans ma vie, que ça soit dans ma vie pro, dans ma vie perso, dans ma vie de maman, etc. Et j'ai besoin de vivre les choses avant de les transmettre aux autres. Et souvent, j'ai fait plusieurs accompagnements astro, et à chaque fois, on me disait que j'étais vraiment venue sur Terre aussi pour expérimenter des choses dans la matière et les partager pour le bien commun, pour le bien public, on l'appellera comme on veut, quoi. Et c'est ce que j'essaie d'ailleurs de faire sur les réseaux sociaux aussi, de partager des choses qui m'ont nourri, qui me font grandir, pour pouvoir aussi inspirer les autres, et donner aussi envie aux autres de se lancer, d'oser, de réussir, etc. Donc voilà, défi professionnel aussi pour cette année à venir. Alors qui fait un peu peur aussi, en disant est-ce que je vais réussir à me réinventer, est-ce que ça va marcher, et en même temps c'est aussi super excitant, super motivant, et c'est chouette. Ça te rendra fière aussi. On a besoin de passer par ces étapes-là. C'est la fameuse sortir de sa zone de confort pour aller vers la zone de peur, la zone d'apprentissage et la zone de réussite. Mais en fait, c'est un cycle qui est sans fin, parce qu'en fait, en effet, il y a un moment donné, on a besoin de réapprendre, on a besoin de retester ses limites pour pouvoir se sentir vivant. Ouais, carrément. Je suis en plein dedans. Et justement, s'il y a une personne qui nous écoute là, plusieurs, j'imagine, qui se pose la question de se dire: non mais moi j'ai trop peur, je sais que je suis pas bien là où je suis, que ça soit dans ma vie de couple, dans ma vie pro, dans les deux peut-être. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? D'accepter de pas être bien,
d'en prendre pleinement conscience en fait. Et après, de se poser les questions sans filtre, sans tabou, sans limite. Qu'est-ce que j'aimerais vivre, en fait? De se faire comme une espèce de liste de rêves. Alors, se faire, pourquoi pas, un tableau de visualisation. Enfin, de se mettre un truc en mode carte blanche, nos limites. Et pour se dire que le champ des possibles existe, en fait. Et d'aller... de oser et de se dire, bah tiens, peut-être que moi, je voudrais vivre tel type de couple. Peut-être que je voudrais avoir un boulot où je peux tous les jours être à 4h30 à la sortie de l'école pour aller chercher mes enfants. Quand j'allais chercher la petite tous les jours avec mon goûter devant l'école, j'étais la plus heureuse du monde parce que quand je bossais dans les agences de com, j'étais jamais à la sortie de l'école. Hein. Donc, et c'était un truc qui était important pour moi. Et aujourd'hui, la petite me supplie d'aller à la garderie tous les mardis soirs. Elle voudrait y aller tous les soirs. Je dis, mais non, t'es mieux à la maison, machin, etc. Et je suis contente, voilà. Il y a certains midis où elle ne mange pas à la cantine, d'avoir créé aussi mon job où je peux être disponible pour ma fille, alors qu'en plus, elle a des besoins intenses, donc ça tombe bien. Mais voilà, donc le conseil, ça serait d'imaginer un peu la vie de ses rêves et de se dire que c'est possible de la vivre. Ouais, alors peut-être pas tous les items, oui, mais puis peut-être pas tout de suite maintenant, mais en tout cas se mettre en chemin pour. Se mettre en chemin pour, et puis après utiliser la loi d'attraction et se dire voilà, mes pensées génèrent ma réalité, j'ai envie de ça, je vais tout faire pour avoir ça, et d'avoir confiance en soi en disant je peux le faire, je vais le faire, et ça peut marcher. Alors après il y aura évidemment des obstacles, etc. Mais de se dire que tout est possible en fait, et rien n'est figé. Ouais, c'est à partir du moment, d'ailleurs, moi, c'est aujourd'hui, c'est ma mission, c'est de permettre aux gens d'apprendre à se connaître pour justement se dire, bah voilà, en fait, mon constat, c'était de se dire que quand tu ne te connais pas, tu peux pas avoir confiance en toi. C'est comme. Et puis tu sais pas ce que tu veux faire en plus. Tu sais pas ce que tu veux faire et tout. Et du coup, voilà, aujourd'hui, grâce au bilan de compétences nouvelle génération, j'aide les gens à savoir qui je suis, et du coup, de trouver la force d'y aller parce qu'en effet, tant que tu chemines en marchant sur des petits cailloux, tu sais pas trop où tu vas, à un moment donné, t'y vas pas parce que t'as trop peur, quoi. Bah ouais, c'est clair. Est-ce que t'as un conseil de lecture à partager avec nous? Alors oui, le dernier livre que j'ai lu, là, c'est de Melissa d'Acosta. Alors c'est un livre qui date de 2019. Moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps, qui s'appelle Tout le bleu du ciel. Et franchement, c'est la plus belle histoire que j'ai jamais lue de toute ma vie. Trop chouette. C'est magnifique. C'est ça. Alors il y a plein d'émotions. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin du livre, mais je pleurais aussi bien de tristesse que de joie, que de beauté de l'humanité, que du coup après je suis allée dans une librairie la semaine dernière, j'ai acheté 3 autres livres de cette autrice que je connaissais pas plus que ça, et qui a l'air d'être la romancière la plus lue en ce moment, et Tout le bleu du ciel, c'est merveilleux. Ouais, j'ai adoré ce livre. Bon, je vais le chercher dans mon Kindle. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? J'ai envie de dire merci à mon chat, qui aujourd'hui est au paradis des chats, qui m'a accompagnée pendant 20 ans et qui maintenant n'est plus là depuis faire 4 ans qu'il est plus là, et qui a été vraiment un pilier de ma vie. Donc il s'appelle Kenzo, et je suis tombée sur un post la semaine dernière en disant on est toujours en train de remercier son premier amour et on ne remercie jamais le chat qu'on a adopté dans sa vingtaine et qui nous a accompagnés toute sa vie en fait. Et j'avais fait un screen de ce post parce que ça m'avait vachement marqué. Et ouais, ce chat, il a passé mes deux grossesses couchées sur mon ventre. Il a vécu dans tous mes apparts, dans toutes mes maisons. Il a vu il a pris toute ta mauvaise énergie, toutes les mauvaises énergies, parce que les chats, ils absorbent les mauvaises énergies. Il a rencontré plein de mecs avec qui j'ai vécu des bouts de vie, etc. Et j'ai une immense gratitude pour lui, parce que pendant 20 ans, ça a vraiment été un pilier pour moi. Et quand il est parti, j'ai pleuré pendant 1 an et demi. Enfin, ça a été, je pense que ça a été peut-être ça la difficulté. La deuxième difficulté de ma vie après la maladie de ma fille, c'était la mort de mon chat. Et aujourd'hui, j'ai un autre chat qui va fêter ses 3 ans la semaine prochaine, qui lui ressemble beaucoup. Alors à la base, je voulais un chat qui lui ressemblait pas du tout. Puis en fait, le plan est toujours parfait, ils se ressemblent, et je pense que dans Cosmos aujourd'hui, il y a des bouts de Kenzo, et que finalement, c'est fait exprès que tout se mélange, etc. Et du coup, Kenzo continue de m'accompagner à travers Cosmos. Donc merci à Kenzo et Cosmos. C'est trop bien les chats. Merci beaucoup Juliette. Pour les personnes qui ont envie qui ont envie de venir pour eux, soit qui se disent mais génial, j'ai même envie de former, on te retrouve sur Mon Moment Magique. Oui, c'est ça. Donc tu as un site je vais y arriver, monmomentmagique.com, et aussi sur Instagram Mon Moment Magique, tout c'est ça, exactement. Super. Grand merci. Beaucoup. Merci Juliette. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura plu. Rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co pour avoir tous les liens mentionnés.
Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je te donne rendez-vous vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.